Alors bonjour, bienvenue à cette première capsule sur le chapitre 3. Nous allons voir dans le chapitre 3 des sujets qui concernent en fait les réactions chimiques ainsi que les gaz de façon générale, donc quelques règles par rapport à ce qui définit ce type d'état de la matière. Donc vous avez ici les concepts que nous allons voir. On va commencer par ce qu'on appelle les réactifs limitants. Après ça, on va voir le rendement d'une réaction chimique. Donc ça, on va voir ça dans cette capsule. Puis dans la deuxième capsule sur le chapitre 3, on va parler de la loi des gaz parfaits, qui va sûrement peut-être vous parler si vous avez fait le cours de chimie de secondaire 5. Sinon, on va quand même le couvrir dans ce cours-ci, donc dans la deuxième capsule du chapitre 3. Donc pour la première, on va vraiment s'en tenir sur les réactions chimiques et la stoichiométrie. Donc ce qu'on avait déjà débuté dans la dernière capsule du chapitre 2, où je vous ai introduit un petit peu c'est quoi les facteurs de coefficient stoichiométrique. Donc les chiffres qui vont devant les molécules lorsqu'on a une équation chimique. Donc ça, on va les réutiliser parce que là, on va aller dans certains détails sur la stoichiométrie. Alors, quand on fait une réaction avec des proportions stoichiométriques, on doit s'assurer que le nombre de moles des réactifs soit dans les mêmes proportions que les coefficients stoichiométriques de l'équation équilibrée. Ça veut dire que, normalement, si je veux qu'une réaction se produise et que j'ai besoin de 2 molécules de quelque chose plus 3 molécules d'une autre, je veux les avoir dans ces ratios-là. Okay? Si jamais j'arrive puis que je décide de faire cette réaction-là, mais qu'à la place, je prends 2 molécules de l'un puis 2 molécules de l'autre, la réaction ne pourra pas se faire parce qu'à ce moment-là, il va manquer de la deuxième molécule. J'ai besoin de 3. Okay? Donc, dans le cas où, si jamais j'arrive puis je prends plusieurs mes réactifs, puis il y en a un des deux qui commencerait à manquer, ça veut dire qu'il n'y a pas le minimum nécessaire pour que la réaction se produise au cours de la réaction, c'est ça qu'on appelle le réactif limitant. Donc, il va nous limiter sur la réaction, la quantité de réactions qu'on peut faire, parce qu'à un moment donné, il va en manquer. Tandis que l'autre réactif, ou les autres réactifs, ils n'en manqueront pas. Okay? Donc, on a ce qu'on appelle le réactif limitant, tandis que les autres qui sont là en grande quantité, qui au fond dépassent ce qu'on a besoin, eux, on va les appeler les réactifs en excès. Donc, lorsque vous allez avoir le terme excès à côté de votre réactif ou encore dans la question, on vous dit « Ah, tel réactif est en excès », vous savez que ce réactif-là, c'est pas lui qui va nous limiter dans la réaction. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de s'en faire par rapport à ce réactif-là. On a juste besoin, généralement, de regarder le réactif limitant. Je vous montre une visualisation de ça qui est un petit peu plus concrète parce que je sais que des fois, quand on parle de molécules chimiques, ça ne vous dit pas grand-chose. Donc, si on prend, par exemple, on veut faire des collations pour des enfants. Puis, une collation, c'est un ratio de 1 sandwich, 2 biscuits, puis une orange. OK? Donc, qui est présenté ici. Donc, ça, c'est vos facteurs, vos coefficients stoichiométriques, au fond, pour produire une collation. Donc, vous avez vos réactifs, vous avez vos produits. OK? Donc, un produit. Il faut suivre ce coefficient stoichiométrique-là lorsqu'on fait une réaction. Ça veut dire que si je vous dis, j'ai 11 sandwichs, 16 biscuits, puis 10 oranges, je vais avoir combien de collations je vais pouvoir faire? Mais là, vous arrivez à établir, est-ce que j'ai assez de sandwichs? Est-ce que j'ai assez de biscuits? Est-ce que j'ai assez d'oranges? Lequel des trois va nous limiter? Parce que si on regarde, avec 11 sandwichs, je pourrais faire 11 collations. Avec 10 oranges, je pourrais faire 10 collations. Donc, les oranges, il y en a un peu moins que le nombre de sandwichs. Par contre, si je regarde les biscuits, j'en ai 16, mais je dois utiliser 2 biscuits par collation, donc je peux juste faire 8 collations avec les 16 biscuits. Donc, on voit que c'est lui qui va nous en donner le moins. Okay? Donc, c'est lui qu'on va arriver, à un moment donné, quand on va faire la 8e collation, on va arriver, il n'y a plus de biscuits. Puis là, on ne peut plus faire de collation avec juste un sandwich puis une orange, parce que là, vous allez avoir des enfants qui vont pleurer, parce qu'ils ne seront pas contents, ils n'auront pas de biscuits. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'il va me rester, ici, 3 sandwichs, puis 2 oranges, après avoir fait les 8 collations. Donc, c'est pour ça que les sandwichs et les oranges, dans cette représentation-là, c'est des réactifs qui sont en excès, parce qu'il m'en reste après que j'ai terminé la réaction. Ce qui est limitant, c'est mon nombre de biscuits. Donc, on va utiliser cette représentation-là
De la même façon avec des réactions chimiques. Ce qui veut dire que lorsque vous avez un réactif qui est limitant, c'est selon lui qu'on va pouvoir faire nos calculs stoichiométriques pour obtenir nos produits désirés. Donc, si on veut savoir, à l'aide de telle quantité de réactifs, combien de produits je vais obtenir, mais c'est toujours avec le réactif limitant qu'on doit se baser. Ceux qui sont en excès, vous n'avez pas besoin de vous en faire parce que vous en avez justement en excès. On pourrait aller jusqu'à les calculer, mais c'est pas quelque chose qu'on veut faire dans le cours. Mais il y a des façons de le faire. Là. On peut évaluer lequel est limitant, mais généralement, on va vous l'indiquer lequel est limitant. Okay? On va vous indiquer soit qu'on va vous le dire directement, tel réactif est limitant, ou encore, on va vous indiquer lesquels sont en excès pour que justement vous ayez un repère. Donc, on ne va pas vous demander nécessairement de deviner lequel est limitant. On va vous l'indiquer. Comme je vous dis, il y a des façons mathématiques de pouvoir évaluer lequel est limitant, mais ce n'est pas dans le cadre du cours quelque chose qu'on va vouloir faire. C'est un petit peu plus complexe, donc on va rester à vraiment ce niveau-ci. Alors, pour un petit peu représenter ça, j'ai un exercice 1 que je vais vous montrer, mais que je vais vous donner quand même un petit peu plus d'explications sur comment résoudre ce type de problème-là stoichiométrique. Alors, l'exercice qui est là, on vous dit, on obtient le nitrite de sodium, qui est le NaNO2, qui est utilisé comme agent de conservation de la viande, donc pour prévenir le botulisme, donc c'est lorsque la viande commence à brunir, en faisant la réaction suivante. Donc on prend du NO plus O2 plus du Na2CO3, ça nous forme du NaNO2 plus du CO2. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de facteur stoichiométrique parce qu'on n'a pas encore équilibré la réaction, c'est ce qu'on va devoir faire en A. Okay? Donc, la première chose que vous allez devoir faire, c'est équilibrer. Ça, c'est quelque chose que vous devriez commencer à être capable de faire sans trop de problèmes. Donc, ça, on va le résoudre. Je vais vous laisser le faire, puis vous allez pouvoir voir si vous avez bien fait. Donc, pour cette partie-là, je vais vous demander, lorsque je vais avoir terminé de parler de l'exercice, de mettre à pause. Mais avant ça, je veux juste vous attirer votre attention sur la deuxième portion, soit on vous dit on va faire agir 154 g de Na2CO3 avec un excès de NO et de O2. On se demande combien de grammes, donc pour le B, combien de grammes de NaNO2 on va obtenir lorsqu'on va faire cette réaction-là. Okay, donc, ce qu'on va avoir, c'est qu'après avoir équilibré, on va avoir nos valeurs stoichiométriques qu'on va pouvoir utiliser. Sauf qu'un élément très très important de ça, c'est qu'on ne peut pas utiliser les valeurs stoichiométriques avec juste les grammes directement. Okay? Je vous explique. Donc, je vais passer sur la présentation ici, comme ça. Donc, les problèmes de stoichiométrie. Lorsque vous avez un problème de stoichiométrie, vous devez toujours évaluer, au fond, quand on fait les rapports stoichiométriques avec les facteurs, les coefficients. Okay? Donc ici, j'ai appelé ça facteur, mais c'est coefficient que vous êtes habitué de voir. Donc, coefficient. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on fait toujours les produits croisés avec les coefficients stoichiométriques, comme j'ai montré dans la capsule 2 du chapitre 2. Mais ces coefficients stoichiométriques-là, c'est-à-dire les chiffres devant les molécules dans la formule, dans l'équation chimique, ces chiffres-là, c'est pour le nombre de moles. Ça ne vaut pas la même chose pour les grammes. Ça veut dire que je n'ai pas le droit d'utiliser un nombre de grammes fois mes coefficients stoichiométriques fois 1 divisé par l'autre pour obtenir mon nombre de grammes de l'autre côté. Okay? Je ne peux pas passer de masse de départ à la masse recherchée finale. Je dois toujours passer du nombre de moles au nombre de moles avec les coefficients stoichiométriques. Ça, c'est obligatoire. Ce que j'ai encadré ici en bas, là, vous devez toujours faire ça. Ça veut dire que si on vous donne votre nombre de moles de départ directement, vous avez juste besoin de faire le produit croisé, comme on a fait dans le chapitre 2. On a obtenu tout de suite notre nombre de moles. Par contre, si on vous donne, plutôt que vous donner un nombre de moles, on vous donne une masse. Donc, ce qu'on fait dans cet exercice-là, on vous donne une masse de départ. Mais il va falloir transformer la masse de départ en nombre de moles pour cette molécule-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, lorsqu'on fait le calcul, je vous rappelle, l'équation, c'est le nombre de moles, c'est égal à la masse divisé par la masse molaire. Évidemment, ici, c'est la masse de départ divisée par la masse molaire de la molécule
de départ. OK? Donc, il va falloir faire attention pour utiliser la bonne masse molaire, parce que vous aurez des masses molaires différentes pour la molécule avec laquelle vous partez, puis la molécule que vous recherchez à la fin. OK? Donc, ça veut dire que le réactif que vous allez utiliser ne va pas avoir nécessairement la même masse molaire que le produit que vous voulez connaître la masse à la fin. Donc ici, la masse molaire pour la molécule de départ, ça va être important de choisir la bonne. Une fois que vous avez votre nombre de moles, vous utilisez le produit croisé avec les coefficients stoichiométriques, avec votre réaction équilibrée évidemment. Ça vous donne votre nombre de moles de la molécule que vous recherchez. Donc cette molécule-là, ce n'est pas la même que la molécule de départ. Donc lorsqu'on va vouloir repasser sous la forme de masse, parce que la question demande combien de grammes, à ce moment-là, la masse, c'est la même équation que celle qui est de l'autre côté, sauf réarrangée avec masse est égale à nombre de moles, donc celui qu'on connaît ici, fois la masse molaire du produit recherché, donc pas le même que le produit de départ. Donc ici, faites attention pour utiliser les bonnes masses molaires pour les bons composés. Je vais vous montrer un exemple de ça dans l'exercice 1 dans le B. Donc, si jamais vous voulez essayer, vous pouvez essayer de le faire par vous-même, voir si vous êtes capable de le faire. Donc, je vais revenir ici à la présentation. Donc, dans l'exercice 1, le A, vous êtes capable de le faire. Le B, vous pouvez essayer de le faire, voir si vous êtes capable, avec les explications que je viens de vous donner, vous êtes capable de résoudre. OK? Donc, mettez le tout à pause, faites au moins le A, puis vous pouvez essayer le B. Je vais vous donner les réponses. Alors, je vous montre les réponses de A et de B. Pour le A, je vais le faire au long avec vous, juste pour m'assurer que tout est beau. Donc ici. Alors, ce que vous avez, c'est d'un côté, vous avez votre NO2, O2, Na2, CO3. Donc, ça fait un total de 2 Na, 1 carbone, 1 azote et 7 oxygène. Tandis que de l'autre côté, vous avez un NaNO2 et un CO2, ce qui fait un total de 1 Na, donc un sodium, un carbone et un azote, ainsi que 4 oxygènes. Donc, clairement, il y a pas mal de choses à équilibrer. Ce que je vous donne toujours comme stratégie, c'est toujours la même chose. C'est d'y aller stratégiquement en écrivant une valeur de 1 pour la molécule qui a l'air la plus complexe, contient le plus d'éléments différents. C'est le cas ici pour le sodium, le Na2CO3. Donc, vous avez cette molécule-là qui contient 3 éléments, soit sodium, carbone, oxygène. Donc, en forçant qu'il y en ait juste un, ça fait en sorte qu'on a, de l'autre côté, on doit avoir deux sodiums pour que ça soit égal. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 2 ici. OK, donc c'est le premier élément que je vois qui est juste dans une molécule de part et d'autre. Donc, ça va être plus facile à équilibrer. Donc ici, maintenant, je suis rendu avec 2 sodium. Sauf que là, quand je suis rendu avec 2 sodium, je suis aussi rendu avec 2 azote. Et je suis rendu avec, donc 4 plus 2, 6 oxygène. L'oxygène, je ne vais pas m'en faire tout de suite parce que j'ai de l'oxygène dans pas mal toutes les molécules. Donc ça, je vais le traiter seulement à la fin, l'oxygène. La prochaine chose que je pourrais traiter, c'est le carbone. J'ai un carbone du côté des réactifs, j'ai un carbone du côté des produits, j'ai pas besoin de toucher. Ce que je pourrais, par contre, voir, c'est que l'élément qui me reste, à part l'oxygène, c'est l'azote. Puis l'azote, il est juste dans le NaNO2 du côté des produits, puis seulement dans le NO2 du côté des réactifs. Donc, qu'est-ce que je vois, c'est que du côté des produits, je suis rendu avec 2 sodium, tandis que du côté des réactifs, j'en ai juste 1. Donc, je veux m'assurer d'avoir le même nombre de part et d'autre. Donc, je vais poser un 2 devant mon NO2, ce qui va faire en sorte que je vais me retrouver avec 2 ici. Sauf que là, ça va faire en sorte que je vais me retrouver avec plus d'oxygène. Donc, 4 plus 2, 6 plus 3, 9.
Ah, je viens de me rendre compte de quelque chose, j'ai fait une erreur. C'est pas NO2, excusez-moi. C'est NO. Je sais pas pourquoi j'ai pensé que c'était NO2. Je suis vraiment désolé. C'est NO seulement. OK, donc je suis désolé, ça peut. Je veux pas vous causer de problème parce que là, j'arrivais pas à voir pourquoi j'avais plus que qu'est-ce qu'on était censé avoir. Fait que là, on a vraiment 7 oxygènes. Donc, je suis désolé. OK, donc on a le résultat comme ça parce que c'est NO et non NO2. Donc, c'est pour ça que j'arrivais pas au bon nombre d'oxygène. Fait que là, ça marchait pas. Mais là, ça fonctionne parce que c'est NO et non pas NO2. C'est mon erreur. Il faut faire attention hein, quand on réécrit comme ça. Vos équations chimiques, des fois, on fait du copier-coller puis on oublie certaines choses. Puis c'est ça qui est arrivé ici. Donc, il faut faire attention. Pour dessiner nos molécules, faut vraiment, pour écrire nos molécules, il faut vraiment écrire avec les bons chiffres en indice. Donc ici, c'est NO, puis O2, Na2CO3. Donc là, j'ai réglé pas mal toutes les valeurs. J'ai même réglé pour le CO2. Le CO2, je sais que je veux juste 1. Fait que là, j'ai tout réglé. Mes valeurs sont fixes pour toutes ces molécules-là. Il me reste juste pour O2. C'est le dernier à régler parce que je vois que j'ai trop d'oxygène de ce côté-ci. Puis j'en ai un de moins de l'autre côté. Sauf que là, j'ai O2. Lorsque j'ai O2, ben, puis que moi, je veux arriver à 6 oxygènes au lieu de 7, c'est que je veux un oxygène de moins. Fait qu'au lieu d'avoir un oxygène ici, j'en veux une demi. OK, donc je veux une demi-oxygène. Je vais juste réduire ça ici pour avoir une demi. Je fais une demi. Une demi-oxygène, c'est au fond la moitié de 1 O2. Ça veut dire la moitié, c'est juste un oxygène. Donc, je vais me retrouver au lieu de 7, je vais avoir 6. Donc, ça, c'est un des cas que je vous avais expliqué dans le chapitre 2, qui est peut-être un petit peu plus difficile, c'est de savoir, OK, mais quand je peux pas mettre juste un chiffre naturel, quand je dois faire une fraction, qu'est-ce que je fais? Ben là, je suis obligé de mettre la fraction ici. Sauf que ce que je veux, c'est je voudrais pas laisser la fraction comme ça. OK? Je vais devoir m'assurer que toutes les valeurs qui sont là soient des nombres naturels. Donc, ce qui veut dire que je ne peux pas laisser le 1/2. Okay? Même si ça me donne le bon ratio, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est qu'il va falloir que je multiplie par 2. OK? Je vais devoir multiplier par 2 toutes les coefficients stoichiométriques. OK? Pourquoi? Ben, ça va me permettre de enlever le 1/2. Fait que 1/2 fois 2, ça donne 1. Fait que là, je vais me retrouver avec un 4 devant le NO, 1 devant le O2, 2 devant le Na2CO3, 4 devant le NaNO2 et 2 devant le CO2. Tout ça parce que je ne veux pas avoir de fraction. Donc, je vous montre ici avec mon fichier ici avec le résultat. Donc, ça me donne 4NO plus O2 plus 2 Na2CO3 qui me donne 4 NaNO2 plus 2 CO2. Donc ça, c'est ce que je devrais avoir une fois équilibré. Maintenant, une fois que c'est équilibré, qu'est-ce que je dois faire? Bien, ce que moi je cherche, je connais la quantité de Na2CO3. Mais je la connais en grammes. Fait que la première chose que je dois faire, c'est que je dois changer la quantité de Na2CO3 avec sa masse molaire. Donc, je prends l'équation, c'est N est égal à M sur masse molaire, donc 2 grands M ici. Donc, 154 grammes, c'est ce qu'on me donne dans l'exercice. Hein? Donc, je vous rappelle, dans l'exercice, c'est 150 grammes de Na2CO3 qu'on a. Les deux autres, le NO et le O2, on vous dit que c'est en excès. Donc, ça vous dit que le Na2CO3, c'est mon limitant. Donc, c'est avec celui-là que vous allez faire vos calculs. Donc, c'est pour ça que c'est seulement lui que j'ai considéré pour le calcul par la suite. Le NO puis le O2, vu qu'ils sont en excès, je n'ai pas à m'en faire.
Donc ici, 154 grammes divisé par 105,99 grammes par mol. Ça, c'est la masse molaire du Na2CO3. Donc, faites attention, il faut prendre la bonne molécule. Il y en a qui vont me demander, ben, vu qu'il y a un 2 ici, qu'est-ce que je fais avec la masse molaire? Vous faites absolument rien. Le 2, on va seulement l'utiliser par la suite. OK? Donc, les masses molaires ne devraient pas changer, même si vous avez des coefficients stoichiométriques à considérer par la suite. OK? Donc, les masses molaires devraient rester toujours le même. C'est juste la molécule. Pour une molécule, c'est quoi la masse d'une seule molécule? OK? Donc ici, quand je fais la division, ça me donne 1,45 mol de Na2CO3. Sauf que moi, le 1,45 mol, donc si on voudrait l'écrire ici, j'ai 1,45 mol de Na2CO3. Je cherche combien de mol de NaNO2 je peux obtenir à l'aide de 1,45 mol de Na2CO3. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends 1,45 mol fois 4 divisé par 2. Donc, lorsque j'utilise les coefficients stoichiométriques, c'est toujours avec les mols, jamais avec les grammes. Donc, c'est pour ça que j'ai transformé en mol en premier. Donc ici, 1,45 mol de Na2CO3 fois le 4 mol de NaNO2, le coefficient stoichiométrique de ce que je cherche, divisé par le coefficient stoichiométrique de quoi je suis parti, soit le 2 mol de Na2CO3. Ça fait en sorte que, au fond, c'est x4 divisé par 2, ça fait comme si je multipliais par 2. Donc au total, je vais avoir 2,90 mol de NaNO2. Donc 3 chiffres significatifs dans mon nombre de moles, 3 chiffres significatifs dans mon nombre de moles à la fin. Une fois que maintenant vous avez votre nombre de moles de NaNO2, moi, ce que je veux, dans la question, on me demande quel est le nombre de grammes de NaNO2. Donc, je vais prendre mon nombre de moles puis je vais le ramener en grammes. Sauf que là, je ne vais pas utiliser la masse molaire du Na2CO3. Je vais utiliser la masse molaire du NaNO2. Donc, ça, la masse molaire du NaNO2, je l'ai calculé précédemment, 69,00 grammes par mol. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'équation qui est la même, mais réarrangée pour obtenir la masse. Donc, masse est égal à nombre de moles fois la masse molaire. Donc, ça me donne 2,90 mol fois 69,00 grammes par mol, ce qui me donne un total de 200 grammes. Donc, je m'attendrais à avoir 200 grammes de NaNO2, selon la réaction. Donc ça, c'est un problème de stoichiométrie quand même classique. Vous allez en avoir beaucoup de même type. Donc ça vous allez toujours s'assurer que la réaction est équilibrée. Donc s'il faut équilibrer la réaction avec les coefficients. Puis par la suite, vous allez avoir vraiment très fréquemment là, des masses que vous aurez besoin de convertir en mol, puis faire le ratio des valeurs des coefficients stoichiométriques pour amener ensuite en mol. Donc ça, c'est vraiment le typique de qu'est-ce que vous allez avoir. Fait que vous allez pouvoir reproduire un petit peu qu'est-ce que j'ai fait, mais avec les valeurs qui viennent de votre problème, puis les masses molaires qui viennent de vos molécules dans l'équation que vous avez, ainsi que les coefficients stoichiométriques du problème. Mais sinon, ça va être la même façon de procéder. Je vais revenir à la présentation. Donc ça complète l'exercice 1. La deuxième portion pour cette capsule, c'est vraiment ce qu'on appelle le rendement. Donc les rendements des réactions chimiques, c'est en lien avec la stoichiométrie. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que généralement, lorsqu'on regarde une réaction chimique, puis on dit, ben, on pourrait obtenir 200 grammes de NaNO2, ça, c'est si tout se passe parfaitement. Sauf qu'en réalité, même si la réaction se fait bien, ça se peut qu'il y ait des problèmes. Okay? Ça se peut que je n'obtienne pas la quantité que je m'attendrais. Fait que la quantité qu'on a calculée par stoichiométrie, c'est ce qu'on appelle le rendement théorique. Okay? Donc, c'est la quantité en grammes qui est attendue. Mais en pratique, quand on vient puis on fait la réaction puis qu'on pèse le produit attendu, on va souvent constater que le rendement réel de la réaction va être inférieure au rendement théorique. C'est-à-dire que la quantité réelle, la quantité qu'on va obtenir, elle est inférieure à celle que théoriquement je devrais obtenir.
Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des petits problèmes. Par exemple, on peut avoir des pertes dues aux impuretés dans les réactifs, au processus d'isolation du produit, ça veut dire quand on va le purifier, on peut en perdre, et on peut avoir aussi des réactions non désirées qui sont secondaires, qui peuvent produire d'autres choses qu'on va devoir se débarrasser. Donc, tout ça, ça amène au fait qu'on n'aura pas un rendement de 100%. Ça veut dire qu'on n'aura pas tout ce qu'on s'attendrait d'avoir, on va avoir un peu moins. Pas parce qu'on travaille mal, mais juste parce que c'est très, très difficile d'être parfait. OK? Donc, un petit peu comme, mettons, vous demandez, vous avez fait un examen, vous voulez savoir si vous avez eu 100%, qui est de votre rendement théorique, ben, on va vous dire, ben, votre note, c'est 80%. Donc, ça va être, par exemple, votre rendement réel. OK? Donc, votre note réelle, c'est ce qu'on appelle le rendement d'une réaction chimique. C'est similaire à votre note pour un examen. Donc, en faisant le rapport de la quantité réelle sur la quantité théorique, on peut évaluer le pourcentage de rendement d'une réaction. Donc, je vous montre qu'est-ce que on a. Donc, ici, quand on parle de rendement réel, je vais mettre ça dans d'autres termes. Donc, je vais vous montrer juste un instant. Alors, la façon de calculer le pourcentage de rendement, c'est le rendement réel, donc combien on a obtenu, divisé par le rendement théorique, donc combien on devrait obtenir, fois 100 pour l'amener en pourcentage. Donc, je vous montre ça avec une façon plus simple là, de retenir. Donc, vous pourrez noter à la place cette équation-là. Donc, ce que moi, je vous recommande, ce qui est plus simple, c'est d'avoir cette équation-ci qui est le pourcentage de rendement, qui est égal à la masse obtenue, au lieu d'utiliser le terme rendement réel. Des fois, ça vous rend confus un petit peu. Donc, masse obtenue. Combien on a obtenu lors de la réaction, divisé par combien on s'attendrait obtenir théoriquement, donc la masse attendue théorique. Les deux, il faut que ça soit dans la même unité, donc grammes et grammes, par exemple. On pourrait avoir kilogrammes et kilogrammes. Tant que ça s'annule, fois 100 pour l'amener en pourcentage. Donc ça, c'est peut-être, vous pourriez noter, là, plutôt que rendement réel, vous pourriez vous dire masse obtenue, puis au lieu de rendement théorique, masse attendue. Moi, c'est ce que je pense qui va vous aider un petit peu plus pour l'équation qui est là. Alors, on va l'utiliser, cette équation-là. Donc, je vous reviens à la présentation. Nous allons faire un exercice. C'est la même équation que tantôt, donc l'exercice 1, donc avec les mêmes données qu'on a eues à l'exercice 1, avec la même réaction. Ça veut dire, tantôt on a fait réagir 154 g de Na2CO3, puis on a calculé dans l'exercice 1 qu'on aurait obtenu, théoriquement, 200 g de NaNO2. On vous dit, ben ok, mais nous on veut savoir c'est quoi la masse réelle de NaNO2, en sachant que lorsqu'on va le faire expérimentalement, le rendement de la réaction est de 80%. Alors, avec de 80% de rendement, vous pourriez calculer c'est quoi la masse obtenue, parce que vous connaissez que la masse attendue, masse théorique, c'est 200 grammes. Hein, c'est ce qu'on a calculé dans l'exercice 1. Donc avec ça, vous pourriez essayer de calculer. Donc, mettez le tout à pause, puis par la suite, lorsque vous avez terminé, vous pouvez revenir pour voir la réponse. Alors, je vous montre qu'est-ce que moi j'ai fait. Donc, je vais vous montrer la réponse. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai justement pris l'équation que je viens de vous montrer, soit pourcentage de rendement est égal à masse obtenue sur masse attendue fois 100. Le 5% n'est pas nécessaire, là, parce que vous savez que c'est pour le pourcentage. Puis là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai isolé masse obtenue, parce que c'est ça que je veux calculer. OK? Je connais le pourcentage de rendement, je connais la masse attendue, parce qu'on l'a obtenu dans l'exercice 1, le B de l'exercice 1. Mais la seule chose que je ne connais pas, c'est masse obtenue, puis c'est ça que je cherche. Donc, j'ai isolé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que, premièrement, j'ai pris le 100, je l'ai amené de l'autre côté. Donc, pourcentage de rendement divisé par 100, puis la masse attendue, je l'ai amené de l'autre côté. Donc,
vu qu'elle était en bas, maintenant elle va être multipliée. Donc, parce que c'était divisé, maintenant c'est multiplié de l'autre côté. Donc, c'est pour ça que maintenant, réarranger, c'est la masse obtenue est égale au pourcentage de rendement divisé par 100%, là, mais pas nécessaire de traîner le pourcentage, ça vous mélange, vous pouvez l'enlever, fois la masse attendue. Donc, masse obtenue, on sait que c'est 80% dans le problème, notre pourcentage de rendement, divisé par 100. Donc, les pourcentages vont s'annuler, fois 200 grammes, qui est notre masse attendue. Donc, on va être rendu maintenant en grammes, ce qui nous donne, donc 80 divisé par 100 fois 200, ça me donne 160 grammes. Donc, ça, c'est la masse que j'obtiendrai expérimentalement si je fais au laboratoire cette réaction-là avec les quantités qu'on m'a données au départ de mon réactif avec les autres en excès. OK? Donc, le rendement, c'est au fond tout simplement juste pour savoir combien je m'attendrais par rapport à ce que je m'attends, combien j'ai obtenu par rapport à ce que je m'attendrais en pourcentage. Donc, ça, c'est quelques exercices de stoichiométrie. Évidemment, moi, je vous invite à en faire davantage dans les exercices du chapitre 2 et 3. Donc, ils sont jumelés ensemble. Donc, je vous invite à en faire plus. Vous allez voir que les exercices ressemblent beaucoup à ce que j'ai fait aujourd'hui dans cette capsule. Donc, ça devrait quand même être pas trop difficile pour vous de vous adapter. Vous pouvez utiliser les exercices qu'on a fait ensemble comme exemple pour vous repérer sur les stratégies de comment compléter les exercices. Évidemment, il faut en faire le plus possible pour que vous soyez à l'aise avec ce type d'exercice-là. Donc, en autant que vous avez un petit peu de difficulté, venez me voir, on va essayer de régler ça pour que vous puissiez faire plus d'exercices par la suite pour vraiment là, vous sentir là, à l'aise avec la matière qu'on vient de voir. Donc, à la prochaine capsule, on va voir plus en détail les gaz et les calculs selon les gaz parfaits. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.